Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour les comptes de ce magazine Question électorale. C'est votre magazine qui vous prépare comme ça pour les élections. Nous essayons d'interroger toutes les parties prenantes aux élections, que ce soit législatives, municipales, présidentielles, provinciales, juste pour avoir les échos. Alors aujourd'hui, nous allons donner la parole à notre habitué qui n'est plus à présenter parce que vous êtes déjà habitué à l'écouter. C'est un homme qui parle bien. Il s'agit de l'honorable Victor Kitenge Kanyama Pen Kanyama. C'est comme ça qu'il aime qu'on l'appelle. Honorable, bienvenue. Merci madame, merci et surtout merci pour l'opportunité, une fois de plus, que vous m'offrez pour parler des choses, des sujets qui intéressent la nation congolaise, qui intéressent ma circonscription électorale, celle de Katako. Katako. Moi, j'aime quand vous appelez Katako. Voilà, appelez-moi comme ça. Ouais. L'homme de Katako. L'homme de Katako. Toujours en œuvre, toujours en action. Toujours. Ouais. Et comment vous vous préparez pour les élections déjà? Nous nous préparons à plus ou moins comme tout le monde. On se prépare bientôt. La session actuelle qui est la plus courte de la législature, bientôt elle va s'arrêter. Okay. Et en ce moment-là, nous allons descendre sur terrain à Katako. Donc la session va s'arrêter pour libérer tous les députés, oui. Oui, bientôt. Je crois au début du mois de novembre. La session va s'arrêter. Oui. Et en ce moment-là, nous allons descendre à Katako, en ce qui me concerne. Sur terrain. Pour faire le travail qu'il faut faire, rencontrer les électeurs, oui. Non seulement pour demander leur voix, mais aussi pour les écouter. Oui, c'est un dialogue. Pendant la campagne, c'est un dialogue qui devrait exister entre les électeurs, entre la population et celui qui sollicitent leur suffrage. Ok. Donc, il faut un dialogue. Il faut un dialogue. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un dialogue entre les personnes qui sont éligibles et les électeurs. C'est ça, oui. Ouais, que les électeurs puissent vous écouter et vous aussi, de même, écouter vos électeurs. Ouais. Oui, un député, je n'apprends rien à personne. C'est un représentant. C'est la représentation. C'est le représentant de la population. Ok. Et à ce titre, il doit pouvoir écouter ceux qui l'envoient, n'est-ce pas, ceux qui lui donnent le mandat de le représenter à l'Assemblée nationale. Il doit les écouter. Il n'y a pas que lui qui a à dire, la population aussi a à dire. La population a ses aspirations, la population a ses attentes. Il faut qu'elle ait la possibilité de dire ça à celui qui sollicite leur suffrage pour que ce dernier, puisse aussi leur expliquer comment il entend réaliser ça, comment il entend faire ça. Parce que c'est ça la campagne électorale. C'est à ça que ça sert. Ok. Alors, on va arriver parce que vous avez de l'expérience. Vous devez aussi partager cette expérience aux autres, surtout aux jeunes candidats qui ne savent rien de la campagne électorale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, honorable Victor, si nous promenons nos micros à Katako, on peut quand même dire des bonnes choses pour le Tundula, pour l'honorable Victor, par rapport à votre législature, par rapport à ce que vous avez fait comme mandat, les représentants du peuple de Katako. Je sens, sans risque d'être contredit, même si c'est toujours gênant de parler de soi. Mais je ne parle pas de moi parce que j'ai remplacé... Oui. Le VPM Lutundula, lorsqu'il a été appelé à des fonctions au niveau de l'exécutif, comme on le sait, la Constitution a rendu cela incompatible, qu'on ne peut pas être à la fois député. Les deux à la fois, oui. Voilà. Et donc, je l'ai remplacé, c'est son mandat que je suis en train d'expédier. Et donc, je me réserverai de parler de moi. C'est de lui dont il faut parler. C'est de lui qu'il s'agit. Et je ne vois pas aujourd'hui une personne habitant de Katako qui ne soit pas ou qui n'ait pas été touchée par les actions du VPM Lutundula, de l'honorable Lutundula. Je ne vois pas. Donc si vous descendez aujourd'hui à Katako, vous faites circuler votre micro sur 10 personnes, certainement 9, 8 peut-être vous diront que Lutundula mérite un second mandat. Un autre mandat. Pas second,
Un autre, parce qu'il y en aura encore, il y en aura, il y en aura. Parce que ouais. Lutundula sera à son 4e mandat. Oh, très bien. Celui que j'expédie là, c'est le 3e. Ok, très bien, très bien. Alors, en tout cas, bravo à vous, honorable. Ça se voit que l'ADP se prépare déjà pour les élections à venir. Alors, votre candidat présidentiel, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans aucun doute. Ok. Alors, vous avez certainement suivi comment il a déposé sa candidature au bureau de la CENI. Comment avez-vous apprécié ces gestes? C'est un événement que nous attendions depuis longtemps. On l'attendait. On se demandait même quand est-ce que ça devait arriver. Enfin, c'est arrivé. C'est un sentiment d'abord de satisfaction, un sentiment de joie de voir le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, aller personnellement, accompagné de sa chère et tendre épouse, ainsi que des enfants. J'ai vu des enfants, même des petits-fils, sur le plan symbolique, ça signifie vraiment beaucoup qu'il se soit présenté ensemble avec sa famille pour dire tout le monde, en commençant par ma famille, m'accompagne. Donc je prends à témoin, si quelqu'un prend à témoin sa famille, le degré de confiance, le degré également d'engagement dans ce qu'il veut faire, je crois que c'est le degré le plus élevé. Ce qu'il dit, je prends à témoin mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants. C'est tellement symbolique, c'est tellement fort, un signal très fort que j'ai énormément apprécié. Et donc, nous sommes satisfaits de qu'il ait déposé sa candidature. Non pas que nous doutions qu'il ne le dépose, qu'il ne le pose pas. Non, on ne doutait pas. Mais disons que finalement, tant qu'il ne le déposait pas, on pouvait se poser des questions. Il a honoré sa famille politique. Il a honoré sa famille politique. Il nous a honorés. Okay. Il nous a honorés. Et là, justement, nous avons décidé maintenant, comme nous avions déjà commencé, à nous préparer sérieusement pour faire sa campagne. Le président de la République a été clair dans ses propos. Il veut une République démocratique du Congo grande. Il veut une République démocratique du Congo qui récupère sa place dans les concerts des nations. C'est pour ça qu'il parle de la renaissance. Il veut une République démocratique du Congo qui se développe. Oui, qui se développe avec tout ce qu'elle a. Parce que la République démocratique du Congo a énormément de choses. Oui, le président de la République a fait beaucoup. Oui. Et il entend continuer. Parce qu'il y a, vous savez, lorsque vous venez, vous faites un chant. J'ai l'habitude de discuter avec les gens qui font des chants. Moi-même, je m'y suis lancé. Ah bon? Oh oui, je me suis lancé aussi dans cette activité-là. Pour faire le chant, on commence d'abord par l'abattage des arbres. Je parle d'un chant dans la forêt, l'abattage des arbres. Après, vous allez mettre le feu. Oui, ça, c'est la manière traditionnelle de faire. Je sais que les agronomes et les autres spécialistes ne sont pas tellement pour cette méthode-là. Cette procédure, oui. Okay. Mais pour l'instant, avec les moyens dont nous disposons, nous, population, moi, je m'identifie à la population des Katako. C'est de cette manière-là que nous le faisons. Après le brûlis, nous allons nous lancer dans le semis. Là, on va commencer à s'aimer. Et puis après, il faudra venir faire le sarclage. Et puis, donc, c'est étape par étape. Le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé, j'aime bien dire ça, il s'est lancé dans la refondation de la nation congolaise. Aujourd'hui, on entend certaines personnes parler de refondation, mais lui s'est véritablement lancé dans la refondation de la République démocratique du Congo, de la nation congolaise, et il a posé des actes pour ça, dans ce cadre-là. Premier acte, comme je ne cesse de le dire et je ne cesserai jamais de le dire, la gratuité de l'enseignement. C'est un acte encouragé, oui. Premier acte. Lorsqu'on parle de la refondation de la nation, le premier segment ou le premier secteur important à toucher, c'est celui-là, l'éducation nationale. Il est arrivé, il a lancé la gratuité de l'enseignement pour
que la plupart, si pas tous les enfants de la République démocratique du Congo soient éduqués. Soient éduqués. C'est même la base, oui. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Oui, les gens ont dit, bon, est-ce que lancer la gratuité de l'enseignement, c'est quoi, ça signifie quoi? Il y a eu des difficultés. Ça existait déjà, ça souffrait seulement d'exécution. Il a seulement mis ça sur la table pour exécuter. C'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. D'accord. Je suis d'accord avec eux sur le fait que c'est quelque chose qui était prévu dans la Constitution, mais c'est une chose qui est restée dans cette Constitution pendant plusieurs années. Dans les oubliettes. Sans que personne ne lève son petit doigt pour commencer, pour la mise en œuvre de ce projet si important pour le devenir de la République démocratique du Congo. Il a fallu attendre que Félix-Antoine Tshisekedi arrive pour qu'il décide enfin. C'est pourquoi je dis, quand on parle de la refondation de cette nation, on ne peut pas oublier le nom de Félix-Antoine Tshisekedi. Soyons sérieux. Il a laissé des empreintes et pas n'importe lesquelles. Dans le domaine de l'éducation, il a lancé ça. On va dire, bon voilà, mais bon, est-ce que faire de la gratuité de l'enseignement une effectivité résout le problème du niveau de l'enseignement? Je dis non. C'est aussi un autre problème. Hein? Je dis non. C'est un autre problème réel sur lequel certainement le gouvernement va s'atteler. Ça c'est clair. Moi, j'inscris cela. J'inscris le fait, par exemple, que dans le cadre du programme de 145 territoires, PDL 145, le chef de l'État ait décidé de se lancer dans la construction des écoles. Quand on parle de la qualité de l'enseignement, il ne faut pas le dissocier des constructions. Oui. Oui, mais c'est pas conditions dans lesquelles c'est pas au niveau du personnel, les personnes soient qualifiées. Attendez, il y a d'abord, je dis, on ne peut pas dissocier les bâtiments, ça veut dire les conditions dans lesquelles ces enfants vont étudier. On ne peut pas aussi négliger le fait que les enseignants et l'ensemble du personnel doivent être pris en charge de façon correcte, en tout cas sur le plan social. Je ne refuse pas. Il ne faut pas non plus oublier de continuer à former ce personnel-là. Parce que là aussi, il y a un problème. Il faut continuer à former le personnel pour que nous ayons au finish des enfants, des élèves qui sortent de nos écoles avec un bagage conséquent. Il a commencé quelque part, c'est comme je l'ai dit, en faisant allusion aux travaux des champs. On pose un premier acte, c'est étape par étape. On pose un premier acte et on passe à un deuxième, on passe à une troisième, jusqu'à la fin. Paris n'a pas été construit en un jour. L'essentiel, c'est d'être objectif. Il a posé les bases. Il a posé les bases. Maintenant, il faut lui donner le temps de continuer à poser maintenant, ou plutôt à continuer ce programme-là jusqu'à le parfaire. Donc, à part l'éducation, là, vous parlez déjà des actions du chef de l'État. C'est tellement que vous êtes amoureux du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous aimez tellement qu'il obtienne un second mandat, donc vous vantez tellement ses qualités. Alors, à part l'éducation, parce que vous parlez tout le temps de la gratuité de l'enseignement, qu'est-ce qu'il a encore fait? En fait, madame, si je reviens souvent sur l'éducation, c'est parce que c'est très, très, très important. Je pourrais même dire que c'est la chose la plus importante. Mais après l'éducation, il y a la santé aussi. Après la santé, il y a des projets de développement. La santé pose aussi un problème du personnel. Personnel qui n'est pas payé, mais c'est gratuité de l'enseignement et de la santé. Attends un peu, il y a quelque chose, peut-être qu'on est très mal parti. Dans ce pays a existé, je pourrais même dire, sans l'État. C'est-à-dire l'État congolais, à un certain moment, n'a pas véritablement existé. Oui, nous avons vécu pendant des années sans voir ce que nous sommes en train de voir maintenant. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de PDL 145 territoires.
où là, on a un projet ou un programme qui touche tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas vu ça depuis plusieurs décennies. Nous n'avons pas vu ça. C'est maintenant, avec l'arrivée de Félix, qu'on se rend compte que, bon, voilà, donc il y a un État qui existe en République démocratique qui dirige toutes les provinces, oui. Sans exception. Toutes les provinces, toute la population de la République démocratique du Congo, parce qu'il n'y a pas que Kinshasa, il n'y a pas que Lubumbashi, il n'y a pas que, je ne sais pas, d'autres villes. Il y a aussi l'intérieur, surtout l'intérieur, parce que c'est là-bas où vivent la majorité, la majeure partie de notre population vit à l'intérieur. Donc, si on parle aujourd'hui de la répartition équitable des ressources nationales, de manière pragmatique, on peut prendre par exemple, on dit, bon, notre population à l'intérieur représente 60%. Imaginez, qu'est-ce que nous leur réservons à cette population? Depuis des décennies, il n'y avait rien qui était fait à l'intérieur du pays. Ah bon? Il a attendu. C'était un peu négligé, oui. Il a fallu attendre l'arrivée du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour voir des programmes du genre PDL 145, qui touchent tous les territoires. Tous les territoires, je dis, même si en ce qui nous concerne, nous au Sankourou, nous sommes en retard. Ils ont commencé, mais nous sommes en retard. Oui, mais l'essentiel à cause de l'enclavement. Oui, l'essentiel est commencé. Alors, oui, puisque vous parlez du programme des 145 territoires, qui, d'aucuns pensent que c'est en souffrance jusqu'à-là, mais oui, non, c'est en souffrance jusqu'à-là. Il ne faut pas prêter oreille à ces gens, à ces personnes de mauvaise foi. Ce sont des gens de mauvaise foi. C'est chaque jour que BSECO est en train de livrer les ouvrages, dont il a la charge, n'est-ce pas, qu'il s'agisse des écoles ou des centres de santé. C'est chaque jour, il y en a par milliers, par centaines, pour ne pas exagérer, que BSECO livre à travers la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo et ailleurs. Donc, faut savoir aussi critiquer, oui. Positivement. Oui, quelque part. C'est aussi ça, la démocratie. Oui. Quand c'est A, vous dites que c'est A. Parce que de ce point de vue-là, par rapport au programme de 145 territoires, il y a bel et bien des ouvrages, plusieurs centaines, qui ont déjà été livrés. Dernièrement, le chef de l'État était où? Au Lualaba. Et à cette occasion-là, nous avons vu le chef de l'État visiter, je pense à Kassenga si je ne m'abuse, visiter une école nouvellement construite, n'est-ce pas, dans le cadre de PDL 145, et le chef de l'État a donné le go à partir de là en disant tous les ouvrages qui sont déjà achevés doivent être livrés et être offerts à nos enfants, parce que c'est pour eux que nous l'avons. Gratuitement. Oui, bon, c'est l'État qui construit les écoles, bien entendu. Vous pensez que le président Félix Antoine Tshisekedi mérite un second mandat? Bien sûr. Parce que vous parlez qu'il faut du temps, il faut lui donner du temps, parce qu'il a déjà commencé. Non, madame, vous voulez que je parle, que je le dise dans quelle langue? Il mérite largement un second mandat. Il a démontré tout au long de son mandat qu'il est exceptionnel, qu'il est différent, qu'il aime son pays, qu'il aime sa population. Il a démontré qu'il s'agisse de cette question-là de PDL 145, qu'il s'agisse du programme sur la santé, au niveau de la santé universelle, n'est-ce pas? Oui, voilà encore une autre réalisation. Voilà. Alors, qu'il s'agisse de ça, qu'il s'agisse d'autres actions qu'il est en train de continuer d'entreprendre à travers la République démocratique du Congo, je ne vois pas comment on peut dire aujourd'hui, allez, que Félix quitte pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Je ne vois pas. Très bien. Il a tellement bien fait que nous voulons le voir continuer pour qu'il achève, du moins pour qu'il achève le programme, la vision qu'il a sur la République démocratique du Congo. Nous l'avons vu, une vision de grandeur. Oui.
Convaincant. Alors, honorable, au regard de toutes ces choses, le président Félix mérite un second mandat, vous l'avez dit tantôt. Comment maintenant appréciez-vous le travail de la CENI? Est-ce que la CENI sera à mesure d'organiser les élections le 20 décembre 2023? En d'autres termes, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on ait des élections crédibles? J'ai toujours eu tendance à dire ça, élections crédibles, libres et transparentes en décembre 2023, le 20. Vous savez, c'est une œuvre humaine. Ah, vous déclarez déjà des fêtes? Non, ce serait prétentieux Oui. de dire que ça va être parfait à 100%. Ok. Dans aucun pays, ça n'a été le cas. Et donc, nous tous, il n'y a personne qui échappe à cette règle-là. Oui. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que nous tous, nous sommes faillibles, nous sommes imparfaits. La perfection est du domaine de Dieu, oui, pas des hommes. Mais au regard de ce que la CENI a déjà réalisé jusqu'à ce jour, nous pouvons dire, sans risque d'être contredit, que nous sommes sur la bonne voie. Ok. Jusqu'aujourd'hui, la CENI ne nous a pas dit, du moins de façon officielle, de façon formelle, qu'il y aurait, je ne sais pas, un empêchement quelconque, qu'il y aurait un obstacle quelconque qui pourrait, n'est-ce pas, ne pas permettre que nous atteignions l'objectif. Ça veut dire d'ouvrir les bureaux de vote le 20 décembre 2023 pour les élections et du chef de l'État, du président de la République, des députés nationaux et des députés provinciaux. Jusque-là, la CENI nous dit et nous rassure que les choses sont en train de bien se dérouler. Je sais qu'à un certain moment, la CENI parlait des moyens financiers, mais je sais également que les instructions avaient été données de façon claire au gouvernement pour libérer ce qu'il faut qu'il libère, afin que la CENI ne puisse pas manquer de moyens de réaliser le programme qu'elle a mis en place. Déjà avec le dépôt des candidatures, il y a déjà un bon budget là, pour la CENI, avec au moins 24 candidats présidentiels. J'ai un budget de 100 000 $ par candidat, donc non, mais, calculé. Non, c'est 24. Vous savez, lorsque vous comparez les cautions versées par et les candidats députés et les candidats présidents de la République et les candidats députés provinciaux, et même ceux du niveau communal, ça ne représente pas grand-chose par rapport... C'est toujours un budget, hein? Tout fait nombre, oui. Bon, tout fait nombre, ça ne représente rien par rapport à l'ensemble du budget nécessaire pour l'organisation des élections crédibles. Voilà, donc la crédibilité des élections, ça viendra par rapport au travail que la CENI va faire. Elle est en train de le faire. Jusqu'aujourd'hui, il est crédible. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Il y a des voix, ici et là, qui s'élèvent pour dire, des inquiétudes sur ceci, des inquiétudes. Oui, surtout ça. Mais sans apporter la solution. Véritablement des preuves. Sans apporter véritablement des éléments qui pourraient effectivement fonder, vous comprenez? Donc, jusqu'aujourd'hui, les gens parlent des inquiétudes. Sur la transparence, des inquiétudes sur l'impartialité de la CENI, des inquiétudes sur ceci, des inquiétudes sur cela. Mais à quel niveau se pose le problème? Le problème, parfois, il y en a qui parlent des individus. Oh non, on ne veut pas la tête de Kadima. Le tribalisme. Tribalisme, c'est ça. Mais jusqu'où nous irons avec ça? Jusqu'où nous irons avec Kadima et... Quelle que soit la personne, nous en avons l'expérience. C'est le énième cycle électoral que nous organisons, n'est-ce pas?
depuis que nous avons commencé, il y a eu toujours des contestations sur les animateurs de la CENI. Toujours. En commençant par l'abbé Malou Malou, qui était contesté. Vous n'allez pas l'oublier. Oui. Alors, celui qui l'a remplacé également, contesté. Oui. Nanga aussi, qui a fait était contesté au début. De révélation après. Oui, non. Bon, c'est sur base de ça. Nanga était contesté. Oui. Bon, Kadima, donc c'est quelque chose qui ne m'étonne pas, personnellement. Oui. Ça ne m'étonne pas. En fait, c'est là la République démocratique du Congo. Donc, j'ai l'impression que chacun veut amener son président de la CENI. Chacun veut que ce soit peut-être son fils, ou que ce soit, je ne sais pas, sa femme, ou que ce soit, je ne sais pas qui. Tout le monde veut contrôler le président de la CENI. Non. Et pourtant, nous avons dit que c'est une institution indépendante. Donc, la politique n'a pas une même mise sur la CENI. On l'a dit. Et même dans la composition de ces organes, tout ça, des animateurs de ces organes, vous allez trouver la manière dont ils sont recrutés, et tout ça, ça n'a rien à voir du tribalisme, rien à voir de la famille politique, du chef de l'État. Ça devrait nous rassurer, nous tous, sur l'impartialité de cette institution. Ok, très bien. Alors, vous allez passer un mot honorable par rapport aux déclarations de John Numbi, qui ne croit pas à une bonne organisation des élections, qui ne croit pas, qui ne croit pas au chef de l'État Félix Antoine, en gros, Tshisekedi Tshilombo, et qui crie au tribalisme. Si vous avez un mot à dire par rapport à ces déclarations. Non, je crois qu'on donne trop d'importance aux choses qui n'en ont pas. On donne trop d'importance à certaines personnes qui ne devraient vraiment pas bénéficier de notre attention comme ça, en tant que nation, en tant que des choses qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de se faire. Nous n'avons pas le droit de détourner notre attention de ces choses-là importantes pour commencer à nous concentrer sur sur des rubriques comme ça, des choses sans grande importance. John Numbi, oui, qui est un général de l'armée congolaise et qui semble-t-il, serait un fugitif. Bon, et qui non plus n'a pas une très bonne réputation. Bon, que celui-là se mette à donner des leçons conseils, sur des questions de droits de l'homme, sur des questions de gouvernance, bon, en tout cas, on dirait que c'est le monde à l'envers. Donc, je suis vraiment désolé, je n'aimerais pas m'étendre dans ça. Donc, c'est une déclaration vraiment sans vide. importance. Vide. Concentrons-nous sur l'essentiel. Alors, puisque nous atterrissons honorable, j'aimerais bien que vous puissiez donner un conseil, d'abord aux candidats. Parce que bientôt là, on va entrer dans la phase de la campagne électorale. Comment les candidats peuvent battre campagne et comment les électeurs peuvent faire un bon choix? Est-ce que vraiment je suis la personne attitrée? Oui, puisque vous avez de l'expérience. Vous avez tellement travaillé à Katakou auprès de... Est-ce que vraiment j'ai de l'expérience? Oui. Parce que la première campagne électorale à laquelle j'ai participé, c'était en 2018, derrière le VPM Lutundula. Vous êtes expérimenté. Oui. Et bon, après, c'est vrai que j'ai multiplié des contacts avec la population, parce que chaque fois qu'il y avait vacances parlementaires, j'y allais. Et j'aime bien être là et parler avec eux. Ce qui est sûr, et l'unique peut-être conseil que je puis être en mesure de prodiguer aux candidats, c'est de rester le plus proche possible. Oui, les écouter. Écouter ce qu'ils ont à dire. Parce que le moment de campagne, c'est un moment d'échange, c'est un moment de discussion, un moment d'échange avec la population. Parce que solliciter le suffrage auprès de la population, c'est leur demander du boulot. Leur demander, moi, je voudrais travailler pour vous. Alors, la population va vous accorder son mandat si vous le rassurez, vous la rassurez sur votre capacité à pouvoir défendre leurs intérêts, à pouvoir les représenter, tout simplement. Oui. Alors, mais pour les représenter, il faut que tu saches ce qu'ils veulent. C'est pourquoi il faut un échange. Un échange. Il faut rester le plus proche possible de la population. Il n'y a que ça que je peux dire. Et du côté de la population, quelle attitude, comment faire un bon choix? Est-ce qu'il faut donner sa voix à une personne qui t'a donné un polo, du riz, semoule, chapeau, de l'argent?
c'est des habitudes que Dieu seul sait combien je déteste ça. C'est comme si on achetait une conscience, comme si on achetait une voix. Et c'est tellement bas, oui, c'est tellement bas que le conseil que je pourrais prodiguer moi à la population, c'est d'éviter de tomber dans des pièges comme ça, parce que bon, on t'a amené un polo, parce que bon, on t'a dit qu'on ferait, bon, voilà, venez, on va vous donner 5 000 francs, 10 000 francs. Et à cause de ça, vous accordez votre voix à une personne qui va vous représenter pendant 5 ans. 5 ans, oui. Donc toute votre vie. Et qui ne va rien faire pendant 5 ans, oui. Vous allez confier à quelqu'un qui vous a donné 10 000 francs. Non, mais entre nous, soyons sérieux. Donc, à la population, tout ce que je vais dire, c'est cela. Faire attention. Élire, faire la politique ou être député, c'est d'abord aimer les gens. Il faut aimer les gens. Okay. Oui, il faut aimer les gens. Pour faire, parce que ça ne sera pas toujours facile. Représenter une population à l'Assemblée nationale n'a jamais été une chose facile. Parfois, ça demande des sacrifices. Okay. Oui. Imaginez Katakokombe, quand vous comparez les conditions de vie de Katakokombe par rapport aux conditions de vie de Kinshasa, en tout cas en ce qui me concerne, on peut considérer cela comme un sacrifice, le fait d'y aller. Okay. Parce que nous aimons la population, parce que nous aimons nos frères et sœurs qui vivent là-bas, nous y allons. Pour voir comment on peut arriver dans nos échanges. Aussi, on s'influence mutuellement. Oui. Eux, ils disent ce à quoi ils aspirent, et nous leur disons, pour arriver à telle chose, voilà ce que nous pensons que nous puissions ensemble faire. Voilà, c'est de cet échange-là, souvent, que jaillissent certaines idées. Okay. Et pourquoi pas certaines actions qui permettent à améliorer un tant soit peu, un tantinet, la vie de nos populations sur place dans nos circonscriptions électorales. Honorable, voilà. Oui, ok. Honorable Victor, vous avez un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est de vous redire merci. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de temps en temps, comme ça, d'échanger avec nos amis qui sont par-ci, par-là, de parler des choses qui concernent notre nation. Comme je le dis, la nation congolaise, nous ne l'avons qu'elle. Nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays. Et chacun d'entre nous devrait normalement fournir tous les efforts qu'il a afin que cette nation retrouve ses lettres de noblesse, que cette nation retrouve sa place, comme le chef de l'État lui-même a ce souci, que ce souci soit partagé par nous tous. Voilà, okay. Chacun dans son domaine, dans son coin, qu'il fasse tout ce qu'il peut faire pour que ce pays, qui est au niveau où Félix l'a placé aujourd'hui, demain, ensemble encore avec Félix, que nous le placions plus haut. C'est exactement ce que chaque Congolais, conscient de l'état dans lequel se trouve notre pays, conscient également de l'importance de ce qu'il a à donner, de l'importance de ce qu'il a à donner à son pays. C'est ce que chacun d'entre nous devrait faire. Voilà le conseil que je prodigue, tout en ayant une petite pensée pour nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Je sais que ce n'est pas encore fini, mais ça ne tardera plus. Peut-être que ça va bientôt s'arrêter. Okay. Voilà. Amen. C'est une prophétie, hein? Oui, c'est ma prière et ma conviction aussi. D'accord, merci beaucoup Nora Victor Kitenge d'avoir répondu à toutes nos questions. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous interviewer. Merci à vous, madame. Okay. Et bonne journée. Ok. Madame, messieurs, j'ai recevé pour vous l'honorable Victor Kitenge Kanyama, c'est ça. Il est honorable député pour le compte de l'ADP, le parti cher au VPM Christophe Lutundula. Ensemble, on a parlé du procès électoral, notamment du dépôt des candidatures du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il mérite un second mandat? Vous l'avez suivi, c'est oui, d'après l'honorable Victor Kitenge. Alors, merci à toi, André. On va se retrouver prochainement pour un autre...